C'est la deuxième fois que je viens au Château Mercier et c'est avec un plaisir, un énorme plaisir que je suis là et je vous en remercie toutes et tous. Alors, je vais aborder un sujet qui est pas très très drôle, vu l'ambiance dans laquelle nous évoluons en ce moment et vu la zone sur laquelle je travaille, qui est donc ce Moyen-Orient, région sur laquelle je travaille depuis pratiquement une quarantaine d'années maintenant. Et je dois vous dire juste pour commencer que je n'ai jamais été aussi pessimiste quant au devenir de cette région et surtout dans l'incapacité à pouvoir dessiner des voies pour la suite. Alors, je vais quand même essayer, bien évidemment, parce que c'est ce qui me fait vivre, c'est vraiment cet intérêt qui me motive depuis que je travaille cette région. Mais c'est vrai que l'ambiance est quand même particulièrement difficile. Et c'est vrai que ces rencontres se déroulent à ce moment sanglant de cette guerre à Gaza qui s'est déroulée après ces terrible massacre organisé par le Hamas le 7 octobre, il y a pratiquement un an, et la riposte israélienne, comme vous le savez, qui est terrible, parce que non seulement la guerre se déroule à Gaza depuis pratiquement un an, mais qu'elle s'étend maintenant au Liban, ça a été dit, pays qui est cher au Château Mercier, mais également l'Iran, qui rentre dans la danse, si je puis dire, le Yémen qui est touché, parce qu'il y a des rebelles houthistes qui aussi participent. L'Irak, qui est dans une grande instabilité maintenant depuis plus de 20 ans et qui ne peut pas retrouver le chemin de la stabilité aussi en raison de cet environnement régional. Donc l'objet de mon intervention, ce n'est pas de revenir sur tous ces conflits, il y aura des tables rondes qui en parleront, mais plutôt d'essayer de voir ce que disent ces guerres au Proche-Orient et des conséquences dans le cadre de notre réflexion, qui sont ces rencontres Orient-Occident, et comment ces guerres représentent un incroyable défi pour l'Europe et pour les relations entre l'Europe et l'Orient. Et là, on voit bien que ce conflit israélo-palestinien, qui est au cœur de l'Orient et de l'Occident, ce conflit israélien, finalement, qu'on avait complètement mis de côté ces dernières années. On ne voulait plus s'y intéresser. On était là, L-A-S. On était fatigué de ce conflit. Et on s'est accommodé d'un espèce de conflit qu'on appelle de basse intensité. Il y avait de temps en temps des crises, il y avait de temps en temps des tensions. Mais finalement, on s'accommodait de cette situation en se disant que c'était absolument ingérable, que la paix n'était pas possible. Et donc, on s'accommodait de cela. Jusqu'au moment où il y a eu un président américain, Trump, qui a décidé, lui, de prendre à bras-le-corps ce dossier et de le régler une bonne fois pour toutes, à la manière de Trump, et qui a consisté à brader les revendications palestiniennes contre un bien-être soi-disant économique qui serait le résultat de cette proposition. Évidemment que ça ne peut pas marcher. Évidemment qu'on ne peut pas brader les droits d'un peuple qui revendique simplement de pouvoir vivre en paix avec ses voisins sur une terre sur laquelle il a lui aussi des droits. Et donc cette idée selon laquelle finalement on allait normaliser les relations, un certain nombre de pays arabes allaient normaliser les relations avec Israël, en échange de quoi ils mettraient de l'argent et qu'on allait transformer Gaza en Dubaï. C'était le rêve et l'image qui était couramment proposée. Tout le monde a voulu y croire. Tout le monde a voulu y croire parce que c'était tellement confortable de se dire que ça y est, on n'en parlerait plus et que l'argent allait sauver cette région du monde qui était entachée par ce conflit, plus vieux conflit de la région, et qui, comme vous le savez, n'est toujours pas réglé. Même l'Europe, qui pendant longtemps s'est intéressée, a voulu participer au règlement de ce conflit, même l'Europe s'est laissée embringuer, si je puis dire, par cette espèce de proposition délirante de Trump. Et ça m'a fait penser, en réfléchissant à ce propos que je voulais tenir devant vous ce soir, ça m'a rappelé une initiative européenne qui, à l'époque, avait été une initiative européenne formidable. Alors, peut-être certains d'entre vous s'en souviennent, c'est la fameuse déclaration de Venise. Déclaration de Venise, le 13 juin 1980. Donc, c'est une vieille initiative. Et qui, à l'époque, avait suscité beaucoup d'espoir, puisqu'il y avait une véritable volonté dans le communiqué de cette déclaration, et je reprends les mots,
Eu égard aux liens traditionnels et aux intérêts communs qui unissent l'Europe au Moyen-Orient, les 9 États membres de l'Union européenne, à l'époque ils n'étaient que 9, se doivent de jouer un rôle particulier dans la région et d'œuvrer de façon plus concrète en faveur de la paix. L'ambition était alors de trouver une solution globale au conflit israélo-palestinien. Et c'est vrai que nous sommes au lendemain de quoi? Des accords de 79, les accords entre Israël et l'Égypte. Et donc là, il y a eu un moment où on s'est dit, une première pierre est posée, même si ces accords avaient suscité beaucoup de critiques, et en particulier des pays arabes, mais il y a eu une idée selon laquelle quelque chose était possible, et l'Europe s'est emparée de ce moment en se disant que l'Europe avait évidemment un rôle à jouer particulier, de par sa position géographique et des liens historiques, culturels, entre ces deux mondes qui se sont croisés à de nombreuses reprises, parfois de façon difficile, mais avec l'idée, en tous les cas, que l'Europe pouvait faire quelque chose et qu'il y avait évidemment dans cette idée de cette déclaration de Venise, eh bien, qu'il y avait la reconnaissance des droits légitimes du peuple palestinien et évidemment une sécurité assurée pour l'État d'Israël. Cette déclaration, en fait, quelques jours plus tard, eh bien, de cette manière, il y a une riposte côté israélien qui est une riposte assez violente, qui est que la ville de Jérusalem, qui avait été occupée en 67 par Israël, eh bien, en 1980, donc quelques jours après la déclaration de Venise, Israël décide d'annexer Jérusalem-Est, qui est la ville des Palestiniens, qui est l'espoir pour les Palestiniens de pouvoir en faire leur capitale à terme, puisque Jérusalem-Ouest était prévue pour être la capitale d'Israël. Israël, donc, en juillet 1980, décide d'annexer et de faire de Jérusalem sa capitale. Et tout ça, évidemment, qui allait à l'encontre du droit international, puisque le droit international dit qu'on ne peut pas acquérir de territoire par la force. Et Jérusalem avait été conquis en 67, à l'encontre de ce fameux droit international, et des résolutions de l'ONU allaient à l'encontre, évidemment, de cette décision. Et donc, lorsque Israël reconnaît Jérusalem comme capitale en 1980, donc quelques jours après cette déclaration de Venise, on voit bien déjà la difficulté énorme à pouvoir essayer de proposer une solution ou d'émettre des principes, mais qui sont très vite bafoués par une des deux parties qui n'entend absolument pas rentrer dans cette négociation. Alors, où en est-on 44 ans plus tard de cette fameuse déclaration? Toujours pas d'État palestinien. Un élargissement de l'Europe qui complique les choses. C'est vrai que quand vous êtes 9 et quand vous êtes 27 ou 28, ben c'est quand même beaucoup plus compliqué de pouvoir travailler et de se mettre d'accord et de pouvoir unir ses forces pour tenter de peser sur ce dossier. Et on voit bien que ce dossier a été complètement remis entre les mains de Washington et plus du tout aux mains de l'Europe. Un désintérêt progressif, je l'ai dit, fatigue de ce conflit. Et, plus grave encore, une radicalisation des deux côtés. Je ne vais pas vous refaire tout l'historique, ça serait beaucoup trop long. Mais il y a une date importante. 1993, ce sont les accords d'Oslo. Poignée de main à la Maison-Blanche entre Rabin, Premier ministre israélien, et Yasser Arafat, le leader palestinien. Quand on voit cette image de 93, et quand on voit donc 30 ans après, qu'en est-il? Côté palestinien, c'est le Hamas qui était opposé aux accords d'Oslo, qui dirige la bande de Gaza. Et côté israélien, ce sont les représentants du mouvement de celui qui a tué Rabin, qui est au gouvernement en Israël. Puisque le mouvement, le jeune qui a tué Rabin en 1995, eh bien, est issu d'un mouvement qui avait été interdit en Israël suite à cet assassinat. Eh bien, ce sont ses descendants qui sont aujourd'hui au gouvernement en Israël, représentés par deux ministres qui sont Smotrich et Ben-Gvir. Et donc, d'une certaine manière, tout est résumé dans ces deux dates, 93 aujourd'hui, les accords d'Oslo, Rabin et Arafat, et de l'autre côté maintenant, le Hamas et l'extrême droite au pouvoir en Israël. Ce qui est très frappant aussi dans ce conflit aujourd'hui, et même si je me rends compte que je balaye ça de façon très très vite, c'est la banalisation de la violence et l'acceptation finalement aujourd'hui d'une violence que la région n'a jamais connue de cette importance. Et pour cela, je vais encore faire un petit retour en arrière parce que c'est quand même toujours très éclairant.
Je me souviens, et peut-être certains d'entre vous aussi s'en souviennent, qu'en avril 1996, il y avait eu un bombardement au Liban, à Cana, le bombardement de Cana. Une centaine de réfugiés libanais qui s'étaient réfugiés d'ailleurs dans une école de la FINUL, enfin dans un bâtiment de la FINUL, donc normalement protégé. FINUL, hein, c'est l'ONU, normalement c'est un endroit qui doit être protégé. Bombardement israélien, il y a plus d'une centaine de morts. À l'époque, la réaction internationale est très importante et on parle tout de suite du massacre de Cana. Je parle de 100 morts. Et il y a une mobilisation de la diplomatie, de l'Europe en particulier, pour essayer de prendre à bras-le-corps cette question, se rendant compte qu'on n'est que dans un cycle de violence. Si je rappelle cet événement, c'est pour dire que cette réprobation internationale à l'époque, qui a mobilisé des énergies, aujourd'hui, avec le recul, on se dit comment il est possible qu'on accepte qu'on soit au minimum à 42 000 morts à Gaza en un an, plus que tous les chiffres que l'on peut voir dans beaucoup de conflits, d'autres conflits. Comment on accepte cela sans qu'il y ait véritablement une vraie mobilisation de la communauté internationale? Et ça, c'est une question qui, à mon avis, doit nous ébranler, puisqu'il est inimaginable. Et c'est pour ça que j'ai repris l'exemple de Cana, où 100 morts, qui sont évidemment 100 morts trop, ont fait réagir. Aujourd'hui, ça passe. Et il y a un côté on s'est habitué à cela, en considérant que finalement, eh bien, on ne sait plus quoi faire, alors on laisse faire. Ce que ça pose comme question, c'est évidemment que fait la communauté internationale, cette fameuse communauté internationale dont on parle beaucoup. Et ce conflit actuellement, à mon avis, remet évidemment en évidence une expression qu'on avait beaucoup entendue, qui était la fameuse expression des 2 poids, 2 mesures. Comment accepte-t-on que cette violence s'exprime au Proche-Orient? Comment on laisse faire, alors que dans d'autres conflits, eh bien, on a pu réagir et essayer de stopper l'avancée de cette violence. Et là encore, souvenez-vous de la guerre du Golfe 1990-1991. L'Irak de Saddam Hussein envahit le Koweït. Il y a tout de suite une mobilisation à l'ONU, une résolution qui condamne évidemment l'acquisition de territoires par la force, et on met en place une force internationale pour faire partir les Irakiens du Koweït. Et qu'est-ce qui se passe au lendemain de cette guerre? Eh bien, beaucoup de voix s'élèvent en se disant pourquoi aucune des résolutions de l'ONU concernant le conflit israélo-palestinien n'a jamais été appliquée et pourquoi il n'y a jamais eu cette même mobilisation pour contraindre Israël à respecter le droit international et donc de refuser l'acquisition de territoires par la force. Et c'est ainsi qu'il y a eu la fameuse conférence de Madrid, avec des pressions fortes exercées par les Américains sur Israël qui ne voulait pas assister à cette conférence, mais qui avait besoin de garanties bancaires et qui, pour obtenir ces garanties bancaires, a été obligé de venir à cette conférence de Madrid et qui a conduit aux accords d'Oslo. Si j'ai pris le temps de revenir sur ces quelques dates, c'est pour montrer à quel point il y a eu un glissement et qu'aujourd'hui, on est face à un Conseil de sécurité de l'ONU qui est complètement bloqué. Alors, ce n'est pas spécifique au conflit israélo-palestinien. On a vu les résolutions de l'ONU, par exemple, sur la Syrie, sur l'Ukraine. On peut multiplier les conflits où on a un Conseil de sécurité qui est complètement bloqué à cause du système de veto. On a une partie du monde qui commence à s'élever contre ce mode de fonctionnement de ce Conseil de sécurité en se disant mais au nom de quoi ce sont encore ces 5 puissances qui constituent le Conseil de sécurité, qui continuent à gérer le monde et qui de toute façon ne peuvent pas gérer le monde parce qu'il y a ce système de veto et de blocage. Et donc il y a une forte pression de la part de ce qu'on appelle les puissances émergentes, et beaucoup d'entre elles sont déjà bien émergées, pour se dire qu'elles veulent être associées à cette gestion du monde et que cette gestion du monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui, justement, ne fonctionne pas et ne fonctionne plus. Et là encore, la guerre à Gaza est très révélatrice de cette évolution à laquelle nous assistons. Je pense que certains d'entre vous ont suivi la démarche, par exemple, de l'Afrique du Sud. Vous avez vu que l'Afrique du Sud a déposé un dossier à la Cour internationale de justice, estimant que, eh bien, il fallait absolument contraindre Israël, déjà simplement
à laisser rentrer l'aide humanitaire à Gaza, parce que ça fait partie normalement du droit de base, si je puis dire. Même en temps de guerre, l'aide humanitaire doit pouvoir rentrer, parce que les civils ne sont pas concernés par cette guerre. Et ce qui est frappant dans cette démarche qui a été faite par l'Afrique du Sud, soutenue par quelques pays, c'est qu'Israël a balayé ça d'un revers de main, considérant que ce ne la concernait pas et qu'elle n'est en rien concernée par ce type de décision. L'autre démarche est la démarche qui a été faite par la CPI, Karim Khan, le procureur de la Cour pénale internationale, qui propose de délivrer des mandats d'arrêt contre les responsables du Hamas. Alors, il y a déjà 2 sur 3 qui ont été assassinés par Israël, donc il en reste un, Yahya Sinwar, et Netanyahou et son ministre de la Défense. Là encore, pour l'instant, les mandats n'ont pas été émis, on attend la décision des juges, mais Israël a déjà pris des devants pour dire que de toute façon, il ne reconnaissait pas cela. Ce que ça dit, c'est quand même très grave. Ça veut dire que les règles qu'on a mis en place au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale pour essayer de gérer les affaires du monde, pour essayer justement que les conflits ne soient plus aussi meurtriers que les conflits qu'on a connus au début du XXe siècle, eh bien ces règles, aujourd'hui, en fait, ne sont plus du tout acceptées par un certain nombre de pays à travers le monde. Il n'y a pas que Israël qui refuse ces règles. Il y a beaucoup d'autres pays aujourd'hui qui remettent en cause ces règles, qui sont des règles qui fondent quand même notre système de relations internationales et qui doit normalement nous permettre de contourner, de régler un certain nombre de conflits avec des mécanismes que l'on met en place. Et pourquoi il y a eu cet appel à la CIJ et à la CPI dans le cadre de la guerre à Gaza? Parce que le Conseil de sécurité ne fonctionne pas. Et donc, il a fallu trouver un autre moyen pour dire on ne peut pas se satisfaire de cette situation et on ne peut pas faire comme si il n'y avait pas de guerre. Il y a une guerre qui continue et qui n'accepte aucune des règles. Le droit international humanitaire est bafoué tous les jours dans la bande de Gaza et il commence à l'être maintenant aussi au Liban. Qu'est-ce qu'on fait face à cette situation lorsque l'on voit que dans ce cadre-là, on a la première puissance, les Américains, qui finalement acceptent cet état de fait, acceptent que Israël refuse les mesures qui peuvent être prises par la Cour internationale de justice et donne, d'une certaine manière, un blanc-seing pour que la guerre continue. Et ça pose véritablement question pour la suite. Que fait-on de cette situation? Alors certains vont vous dire, bon, de toute façon, le droit international, ça ne marche pas, il faut le balayer d'un revers de main. Mais si on balaye d'un revers de main le droit international, que reste-t-il? On revient à une situation où simplement la violence prime, on est simplement dans un rapport de force et c'est le plus fort qui l'emporte. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. Mais on a encore l'espoir de se dire que certains outils et les outils du droit international doivent permettre de limiter cela. Et donc, ceux qui me disent maintenant, on a souvent des discussions avec d'autres chercheurs, bon, de toute façon, ce droit international, c'est fini, il faut mettre une croix dessus. Non, je ne crois pas, il ne faut surtout pas mettre une croix sur ce droit international qui, même s'il ne permet pas aujourd'hui d'arrêter cette guerre et qu'il donne le sentiment d'être complètement inopérant, mais il existe, il y a des mécanismes qui sont là et qui peuvent... Alors, le temps de la justice est très long. Et c'est ça le drame, finalement, par rapport à des situations d'urgence comme la guerre à Gaza, où on aimerait qu'une instance puisse dire maintenant, la guerre s'arrête demain matin. Trop, c'est trop. Il y a trop de morts, il y a trop d'enfants qui, tous les jours, meurent à Gaza. C'est inadmissible. Au nom de quoi? Ça n'est pas possible. Donc, je crois qu'il faut quand même essayer de préserver ce bien précieux, même si celui-ci ne répond pas aux attentes que l'on peut avoir et qui engendre d'énormes frustrations. Et pour parler avec des Palestiniens, avec des Libanais, avec un certain nombre d'interlocuteurs qui me disent « Mais Agnès, tu es gentille de me parler de droit international. Mais moi, en attendant, les bombes tombent toute la journée et qu'est-ce que je fais ?» Et ça, évidemment, qu'on ne peut que l'entendre. Mais ne nous privons pas pour ensuite, en tous les cas, de cet outil qui, même s'il est insuffisant, a le mérite d'exister et je crois que ça reste quand même extrêmement important. J'insiste beaucoup sur cette question de ce droit international et de l'ONU parce qu'il y a une déclaration récente du Premier ministre israélien à l'ONU, donc il y a quelques jours, qui a dit cette phrase suivante et que je trouve glaçante. Il dit «
Je vous le dis, jusqu'à ce qu'Israël, jusqu'à ce que l'État juif soit traité comme les autres nations, jusqu'à ce que ce marécage antisémite soit asséché, l'ONU sera considérée par les gens justes comme rien de plus qu'une farce méprisante. C'est ainsi, et discours public à l'ONU. Ça n'est pas une invention de ma part, bien évidemment. Ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, et là encore, ça n'est pas propre à l'État d'Israël, vous avez d'autres États aujourd'hui à travers le monde, beaucoup, la Russie fait partie aussi de ces États, et ce que je dis en partie sur la situation à Gaza, on peut le répliquer à l'Ukraine, à d'autres conflits. Mais ça veut dire que, effectivement, nos outils ne sont plus possibles, et comment on accepte qu'un Premier ministre puisse dire ça à la tribune de l'ONU, alors que, je le rappelle, si l'État d'Israël existe aujourd'hui, et heureusement qu'il existe, et il doit exister, il existe grâce à quoi? À une résolution de l'ONU qui a permis la création de cet État. Donc là, on est face à quelque chose qui pose question, mais qui pose question en même temps avec une énorme frustration. C'est que quand on émet des réserves par rapport à tout cela, évidemment, il y a tout de suite le risque de l'accusation d'antisémitisme qui pointe et qui empêche d'aborder sereinement cette question. Et ça, je crois que c'est un élément qui est aussi extrêmement préoccupant. Et là aussi, on se rend bien compte qu'on ne peut pas, à chaque fois que quelque chose est dit, s'abriter derrière cette expression, puisque la question n'est pas là. Bien sûr que l'antisémitisme, il y a eu un regain d'antisémitisme et on entendra Metin Arditi en parler. Je pense que, évidemment, ce sera absolument passionnant. Bien sûr qu'il faut lutter contre cet antisémitisme. Il est hors de question de laisser le moindre risque de cet antisémitisme. Il faut lutter de la façon la plus ferme. Mais on ne peut pas non plus laisser dire n'importe quoi. Et je pense qu'il faut revenir à un dialogue. Et ça me permet de rebondir sur ce que vous avez dit les uns et les autres. C'est qu'aujourd'hui, dans cette région, il n'y a plus aucun dialogue possible. Que la seule expression, c'est l'expression de la violence, l'expression du rapport de force. Je suis plus fort, je t'écrase. Et finalement, je l'emporterai quoi qu'il arrive, quel que soit le coût, mais je l'emporterai et je ferai la paix à mes conditions en ayant assujetti tous les pays autour de moi. Et ça, je crois qu'objectivement, ça n'est évidemment pas une solution tenable et je ne vois pas en quoi la paix pourra revenir au Proche-Orient si on est dans cette dynamique de la violence et surtout du rapport de force. Ce rapport de force va à l'encontre de tout ce qu'on a essayé de mettre en place après la Deuxième Guerre mondiale, de mettre en place des outils de médiation pour, lorsqu'il y a un conflit, tenter de le régler. On est sorti de ce cadre aujourd'hui et c'est ce qui me paraît extrêmement préoccupant. Alors vous allez me dire, que peut faire l'Europe dans tout ça? Pour revenir à notre préoccupation de ce dialogue, parce que dialogue, il doit y avoir. Aujourd'hui, je crois que les deux protagonistes, que ce soit Israël ou le Hamas, sont incapables tout seuls de pouvoir se mettre autour d'une table. Il est clair qu'après le déchaînement de violence qui a débuté avec les massacres du Hamas le 7 octobre et la violence de la riposte israélienne, ça n'est pas possible. Donc, comment faire en sorte de sortir de cela? Les Américains ont perdu toute crédibilité de par le soutien inconditionnel qu'ils apportent à une des deux parties. Et donc, est-ce que c'est l'heure pour l'Europe de revenir sur le devant de la scène et d'essayer à nouveau de reprendre cette question en main et d'essayer de remobiliser les Européens pour tenter de faire quelque chose et d'essayer d'arrêter cette fuite en avant sécuritaire. On est uniquement dans du militaire et du sécuritaire, ce qui ne peut en aucun cas apporter le début d'une paix dans la région. Ça me paraît une évidence absolue. Il n'y aura pas de règlement de ce conflit par la guerre, même si l'un est beaucoup plus fort que les autres. Il n'y aura pas de règlement à terme par la violence et par la guerre. Seul un règlement politique pourra permettre d'arriver à une solution. Alors l'Europe, inlassablement, répète qu'elle est pour une solution à deux États. Tout le monde ne peut être que favorable à une solution à deux États pour tenter de sortir de cette violence et de cette guerre. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui une solution à deux États? Plus grand-chose quand on voit à quel point la Cisjordanie est mitée. Je la compare à un gruyère avec tous ses trous. Et donc comment peut-on
construire un État sur un gruyère. Je suis assez sceptique. Ceci dit, s'il y avait une vraie volonté politique, on pourrait trouver une solution, même avec un territoire qui est maillé de colonies. Mais ça nécessiterait une telle volonté politique qu'aujourd'hui, on voit bien qu'avec, là encore, les deux protagonistes, l'extrême droite au pouvoir en Israël et le Hamas, si c'est le Hamas qui est l'élément dominant sur la scène palestinienne, on ne pourra pas arriver à une solution permettant l'établissement de deux États. Ce qui voudrait donc dire qu'il faut un renouvellement des deux côtés, des élections en Israël, des élections chez les Palestiniens, pas simplement dans la bande de Gaza, mais en Cisjordanie, pour essayer de faire émerger un nouveau leadership, et ce nouveau leadership qui serait conscient, lui, de la nécessité d'aller vers un dialogue, de se remettre autour d'une table. Alors ça paraît très utopique, mais je crois qu'il faut quand même qu'on garde un tout petit peu d'espoir dans cette situation, que beaucoup de pays sont passés par des phases avec des systèmes politiques qui ont conduit à une catastrophe, mais qu'on peut toujours à un moment ou à un autre sortir de cette catastrophe. Et donc le seul vœu que l'on peut émettre à ce stade, et là l'Europe pourrait jouer un jeu si certains pays pouvaient prendre la tête au sein de l'Europe, même s'il y a d'énormes divisions au sein de l'Europe sur cette question, que c'est une question extrêmement sensible, et que d'arriver à mettre d'accord les pays européens là-dessus, je sais que c'est une gageure et je ne suis pas sûre qu'on y arrive, mais là l'Europe quand même pourrait essayer de jouer son rôle et d'essayer de repérer dès maintenant quels sont les interlocuteurs à venir avec lesquels on pourra construire quelque chose ou tenter d'élaborer une nouvelle solution, une solution politique, même s'il faut faire preuve d'imagination, mais les diplomates savent faire ça, c'est leur métier, et certains d'entre eux peuvent avoir des idées qui peuvent être tout à fait mobilisées dans ce cadre-là. Et je pense qu'en raison de l'investissement des Américains, des États-Unis ces dernières années, que ce soit avec Trump ou avec Biden, mais qui a montré qu'il y avait une incapacité à pouvoir regarder la question dans son ensemble, eh bien, il ne reste plus qu'à l'Europe d'essayer de jouer ce rôle. Et pour beaucoup voyager dans cette région du Proche et du Moyen-Orient, où que j'aille, la première question qui m'est posée, où est l'Europe? Que fait l'Europe? Que faites-vous pour nous aider à sortir de ce tête-à-tête avec les Américains? Alors même si beaucoup ne rêvent que d'une chose, c'est d'avoir ce rapport avec les Américains, parce que ça peut apporter beaucoup d'un point de vue économique ou autre. Mais il y a cette demande d'Europe. Je vous dis, il n'y a pas un interlocuteur avec lequel je parle qui ne me dit pas « mais où êtes-vous? Que faites-vous? Mobilisez-vous, on a besoin, parce que seul, en ce moment, on n'y arrivera pas, c'est trop compliqué, il y a trop de violence, il y a trop de sang. Et donc, venez et aidez-nous à essayer d'élaborer une solution. » Alors, je sais que ça paraît complètement utopique aujourd'hui de parler de la sorte, mais tout conflit finit un jour ou l'autre. Mais là, la seule chose à laquelle il faudrait être extrêmement vigilant, lorsque ce conflit s'arrêtera, c'est de ne pas considérer comme tous les conflits précédents concernant la question israélo-palestinienne, on met de côté en renonçant à aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, c'est quoi? C'est permettre un État palestinien. Je reste convaincue d'une chose, et je terminerai sur ça, c'est qu'il n'y aura pas de sécurité pour Israël tant qu'il n'y aura pas un État palestinien, tant qu'il n'y aura pas une sécurité aussi pour les Palestiniens. L'idée selon laquelle Israël va avoir la sécurité en écrasant ses voisins est un leurre, ça n'est absolument pas possible, parce que vous ne faites pas disparaître un peuple, vous ne faites pas disparaître des revendications nationalistes. Donc la sécurité d'Israël ne peut être assurée à terme que grâce à la possibilité de mettre en place un État palestinien. Et les Palestiniens en sécurité, à ce moment-là, ça veut dire qu'il peut y avoir une sécurité pour les deux. Je vous remercie.